Dans cette vidéo, je vais faire une présentation des travaux pratiques de microbiologie appliquée qui sont dispensés aux étudiants des filières SVI et qui sont inscrits, bien sûr, dans des parcours dans lesquels la microbiologie appliquée est un module obligatoire. Alors, ce module, généralement, est dispensé en un volume de 50 heures, dont la moitié est représentée par les travaux pratiques. Ces travaux pratiques comportent un certain nombre de manipulations facilement réalisables par les étudiants et qui sont en parfaite coordination avec ce qui est donné dans le cours. Ceci étant dit, alors on peut, si vous voulez, choisir des thèmes variables en fonction, comme je l'ai dit, de ce que nous donnons dans le cours. Alors on peut faire des travaux pratiques qui sont appliqués au domaine alimentaire, au domaine agricole, au domaine alimentaire, au domaine environnemental. Dans tous les cas, ce que je vais présenter dans cette vidéo va concerner un certain nombre de manipulations qui intéressent les analyses microbiologiques des sols, et je vais compléter par une technique microscopique dans laquelle on va, si vous voulez, numérer et déterminer la biomasse des micro-organismes. Alors, généralement, on commence par la présentation du travail et le plan que nous allons suivre pour faire, soi-disant, ce travail-là. Tout d'abord, on commence par de parler un peu des objectifs du TP. On enchaîne avec la présentation de la salle des travaux pratiques et des laboratoires de microbiologie de façon générale. Puis après, on enchaîne avec les préliminaires qui permettent, soi-disant, à la réalisation des travaux pratiques dans des conditions qui sont valables. Après, nous passons à la préparation des milieux de culture pour l'énumération des groupes systématiques, à savoir les bactéries totales, les actinomycètes, les moisissures et les levures. Alors, deuxième série de préparation des milieux de culture. Alors, on s'intéresse à l'isolement, à la libération des groupes fonctionnels. Alors, il y a des groupes qui interviennent dans le cycle d'azote, tels que les fixateurs aérobies d'azote, les ammonificateurs, les nitrificateurs et les nitrificateurs, et nous isolons et nous numérons aussi les micro-organismes qui interviennent, certains micro-organismes qui interviennent dans le cycle de carbone, à savoir les amylolytiques et les cellulolytiques, et nous complétons cette étude par une manipulation qui nous permet d'évaluer l'activité globale des micro-organismes. Cette activité globale, nous optons selon la disponibilité en substrat pour 3 manipulations de façon générale, mais en fonction de la disponibilité, on peut faire 1 ou 2 en fonction des circonstances. Alors, de façon générale, ces activités globales, ils consistent à étudier la respiration productrice de CO2, et on peut étudier l'activité des hydrogénasiques en utilisant le triphényltétrazodimchloride. Et aussi, on peut ajouter l'activité hydrolytique globale des micro-organismes en utilisant la fluorescine diacétate. Alors, comme j'ai tout à l'heure dit, le complément de ces séries de manipulations va être effectué par la présentation ou l'utilisation de la technique microscopique dans laquelle on va numérer les micro-organismes et on va déterminer, bien sûr, leur biomasse. Concernant les objectifs, alors on les partage en 2 volets, si vous voulez. Alors, il y a le volet pédagogique et il y a le volet appliqué. Concernant les objectifs pédagogiques, tout simplement, les manips que nous faisons faire aux étudiants consistent à leur apprendre les techniques de base de microbiologie. Alors, ces techniques de base leur permettent d'acquérir un niveau de performance qui leur donne la capacité de manipuler dans des laboratoires spécialisés, c'est surtout des laboratoires de microbiologie environnementale. Alors, concernant les autres objectifs d'ordre pédagogique, alors on apprend aux étudiants à mettre en ordre les résultats, bien sûr, comment lire les résultats, comment les mettre en ordre, comment les analyser, alors comment les interpréter et comment faire sortir des conclusions
à partir des résultats, bien sûr, qu'ils obtiennent. Alors, le troisième aspect pédagogique des objectifs, c'est de permettre aux étudiants, ou apprendre aux étudiants de valoriser les résultats qu'ils obtiennent, ceci par la préparation, soi-disant, des rapports d'activité, et de présenter ces apports en exposé. Alors, concernant, soi-disant, les objectifs appliqués, bon, ils sont nombreux, ils touchent presque à tous les domaines socio-économiques. Alors, par exemple, concernant le domaine de la santé, les manips que nous faisons et les isolements que nous faisons peuvent nous permettre d'isoler des micro-organismes qui libèrent des substances bioactives, des substances qui ont une activité antibiotique contre les bactéries, ou bien des substances qui peuvent avoir un effet inhibiteur de certains champignons, comme des fongicides. Alors, le deuxième volet, il est agricole. Alors, les micro-organismes isolants peuvent avoir un rôle symbiotique avec les végétaux, et comme ils peuvent, soi-disant, être des fertilisants, comme ils peuvent, soi-disant, jouer un rôle antagoniste contre certains micro-organismes qui sont nuisibles. Alors, le volet industriel, les micro-organismes isolants toujours peuvent produire des substances bioactives, et ces substances peuvent intéresser le domaine industriel. Tout simplement, les amylases et les cellulases sont des substances qui sont très demandées par les industriels, et justement, dans les manips que nous faisons, nous isolons et nous numérons la microflore amylolytique et la microflore cellulolytique. Alors, concernant le domaine environnemental, eh bien, si on s'intéresse à la dépollution des milieux naturels, les micro-organismes isolants peuvent, quand on pousse les études, peuvent constituer une base de recherche, une base de travail qui va, dans beaucoup de cas, nous permettre d'isoler des micro-organismes qui peuvent intervenir dans la dépollution des milieux naturels. Il y a aussi l'intervention de ce que nous disons dans la correction de l'équilibre des composantes biotiques et abiotiques des milieux naturels, et ceci bien sûr en comprenant et en maîtrisant les fonctions que ces micro-organismes peuvent soi-disant réaliser et les interactions qui peuvent exister entre ces micro-organismes et l'environnement dans lequel ils exercent ces activités. Alors, concernant la recherche, les isolements, les analyses que nous faisons nous permettent de comprendre les fonctions ou les déroulements des différents cycles biogéochimiques, à savoir le cycle de carbone, le cycle d'azote, etc. Comment les micro-organismes ils interviennent, quelles sont les étapes dans lesquelles ils interviennent, quel est le résultat de leur fonction, comment ils interagissent avec les différentes composantes biotiques et abiotiques des milieux dans lesquels ils exercent ces fonctions. Alors ça, d'une part, dans notre volet, et c'est le volet qui nous intéresse le plus, alors c'est l'intérêt que nous pouvons donner à la composition des biodiversités qui se succèdent pendant la digestion des substances organiques. Et, soi-disant, cet isolement nous permet de constituer la microflore, de constituer notre bactériothèque en réalisant, soi-disant, l'isolement des bactéries, et notre mycothèque par l'isolement, bien sûr, des moisissures que nous pouvons isoler au cours de nos manipulations. Ces travaux, si vous voulez, ils se font dans des salles qui sont bien déterminées. Ce ne sont pas n'importe quelles salles, mais ces salles, ce sont des salles ou des laboratoires qui doivent être destinés à la manipulation microbiologique. Ces salles sont conçues selon des règles et des standards internationaux bien définis. Alors, dans ces conceptions, on tient compte de la protection du manipulateur, on tient compte aussi de la protection de la manipulation, et le concepteur aussi tient compte de la protection de l'environnement. Alors, on ne donne pas les détails de ces conceptions, de ces différentes salles, différents laboratoires, etc., etc., mais on renvoie les étudiants vers Internet pour, soi-disant, compléter les informations qu'il leur faut pour bien comprendre comment ces salles et comment ces laboratoires peuvent être conçus pour favoriser et pour permettre la manipulation correcte de la microbiologie. Alors, concernant la protection du manipulateur, tout simplement, tout succinctement, alors on doit dire que le concepteur, il tient compte de l'installation d'une note aspirante, il prend compte des espaces par étudiant ou par personne, manipulateur ou étudiant. Alors, il tient compte aussi de l'installation des portes de secours
Alors, des extincteurs, des douches, nous trouvons tout le nécessaire, susceptible, si vous voulez, d'être utilisé en cas de besoin pour, soi-disant, éviter toute atteinte et tout problème, plutôt que ce soit étudiant ou enseignant ou préparateur. Alors, il y a aussi la protection de la manipulation. Alors, tout simplement, les manipulations que nous réalisons ne doivent pas être contaminées, sinon les résultats que nous allons obtenir ne vont pas répondre aux besoins que nous cherchons. Alors, pour le poste, donc, il faut penser au poste de travail, sa conception, l'espace qui est alloué à ce poste de travail. Alors, il faut penser au revêtement de poste de travail. Ce revêtement doit être facilement nettoyable et doit être difficilement contaminable. Alors, il faut penser dans ces postes de travail, il faut penser à l'installation du gaz, d'un évier correct, des espaces. Il faut penser aussi penser aux espaces de circulation. Il faut penser au sens du courant d'air, parce qu'il ne faut pas que le courant d'air, soi-disant, arrive au poste de travail de manière directe, parce que ça risque de contaminer la manipulation que nous faisons, etc. Il y a un certain nombre de mesures que le concepteur considère et applique pour, soi-disant, concevoir de manière correcte ce poste de travail. Donc, je renvoie toujours, comme j'ai dit, les étudiants vers Internet pour trouver comment ces choses ils sont réglées. Alors, concernant la protection de l'environnement, tout simplement, je signale qu'on pense souvent à l'installation d'intersalles. Ces intersalles, elles sont destinées à recevoir le matériel utilisé pendant les travaux pratiques, toutes sortes de matériel. Alors, il faut penser à tout ce qui est nécessaire pour la destruction du matériel, pour ranger le matériel utilisé, pour ranger les déchets et pour éviter tout contact direct entre ces déchets ou le matériel utilisé et l'environnement. Et c'est comme ça que nous pouvons protéger l'environnement. Alors, ça, c'est de façon générale, mais il y a un préliminaire qu'il faut faire donc après la présentation. Alors, on fait comprendre aux étudiants qu'il y a toujours des préliminaires qu'il faut faire avant de commencer les travaux pratiques. Ces préliminaires consistent d'abord à mettre au point la salle de TP, c'est-à-dire installer le matériel commun et installer le matériel nécessaire pour chaque poste de travail. Alors, concernant le matériel commun, il faut vérifier la fonctionnalité des appareils d'eau distillée. On a besoin d'un appareil d'eau distillée, nous avons besoin de balances de précision, 3-4 balances de précision, 4 chiffres après la virgule. La même chose pour les balances de précision à 2 chiffres après la virgule. Nous avons besoin dans la salle de 1 ou 2 pH mètres. Nous avons besoin aussi minimum de têtes de bain-marie ou de bain-marie qui sont entiers. Alors, des étuves d'incubation, qui sont des étuves dont la température varie de 0 à 80 degrés Celsius. Et ce sont des étuves destinées à l'incubation des cultures, des ensemencements que nous réalisons. Et aussi, ce sont des étuves dont l'utilisation ne doit pas dépasser, soi-disant, la température choisie pour l'incubation ne doit pas dépasser 45 degrés Celsius, parce qu'au-delà de cette température, il est préférable de conseiller aux étudiants d'utiliser des fours Pasteur. Et soi-disant, ceci, on le dit, pour assurer la protection et la prolongation de la longévité des étuves d'incubation. Alors, nous avons souvent besoin d'avoir dans la salle des dessicateurs pour faire le poids sec. Nous pouvons avoir besoin de mixeurs, dans le cas où nous avons un matériel qui nécessite le mixage. Et nous avons besoin aussi d'un four Pasteur. C'est tout simplement, ça ressemble à un four, à l'étuve que nous avons, mais la température dans le four Pasteur, il varie de 0 à 240 degrés Celsius. Et il est utilisé soit disons, pour faire le poids sec, pour le séchage, soit pour la stérilisation du matériel métallique, de la verrerie. Et la stérilisation, il se fait bien sûr à une température sèche. Donc, nous avons aussi besoin d'un autoclave, qui est tout simplement une grosse marmite qu'on utilise pour la stérilisation à la chaleur humide. Nous pouvons avoir besoin d'un spectrophotomètre
ou d'un colorimètre, ça dépend des besoins, ça dépend des manipulations que nous faisons. Nous pouvons avoir besoin de centrifugeuses, de tamis pour tamiser les matériels, tels que le sol, par exemple. Et nous pouvons avoir aussi besoin d'autres matériels que je n'ai pas présentés ici. Et dans ce volet-là, j'envoie toujours les étudiants vers Internet pour qu'ils consultent les différents matériels que nous utilisons en microbiologie et bien sûr de savoir comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'on l'utilise, quelles sont les précautions à prendre pour l'optimisation de son utilisation. Donc, après le matériel commun, il y a un matériel toujours commun qui accompagne la préparation de la salle et c'est ce que je peux appeler ici consommable et matériel pour l'hygiène. Donc, souvent, nous devons disposer de ciseaux, d'une paire de ciseaux, des torchons jaunes, de papier essuie-tout, papier aluminium, coton cardé, papier sulfurisé, des sacs en plastique autoclavables, des bassines, des bennes pour ranger les sacs pour déchets. Les sacs pour déchets. Nous avons besoin des goupillons, des éponges, une poubelle papier. On peut avoir besoin, comme toujours, l'eau de javel, l'alcool, le lave-main, savon lave-main et un savon lave-vaisselle que nous utilisons pour le nettoyage de tout le matériel que nous utilisons après soi-disant utilisation ou bien à la fin de chaque manipulation. Alors nous pensons aussi et nous montrons aux étudiants qu'est-ce que c'est qu'un poste de travail, comment est-ce qu'on peut l'installer et quel est le matériel nécessaire pour soi-disant équiper ce poste de travail. Alors tout simplement le matériel il change en fonction de la manip que nous réalisons, mais dans la majorité des cas nous avons besoin d'un microscope et tous les accessoires qui vont avec, c'est-à-dire les borelles qui contiennent les colorants, les lames, les lamelles, etc. Nous pouvons avoir besoin par exemple, de pipettes, par exemple, avoir besoin de boîtes de pétri, d'ensemenceurs, pissettes, flacons pour préparer les milieux, des fioles jaugées pour préparer les solutions de précision, des éprouvettes pour mesurer les volumes, des Erlenmeyer à col étroit ou à col large, des propipettes, etc. Bon, nous pouvons avoir besoin d'une grande diversité de matériel et le matériel, comme j'ai déjà dit, il change en fonction des besoins, en fonction des manipulations que nous voulons réaliser. Dans tous les cas, ce sont des choses qui se préparent avant le commencement de TDP et que ce sont des choses qui sont à la charge des préparateurs et de l'enseignant responsable. Là, c'est un tableau qui parle si vous voulez, dans lequel on indique le matériel que nous utilisons au cours de ces travaux pratiques, c'est-à-dire les analyses microbiologiques du sol, ce que nous utilisons souvent. Et on parle là par poste de travail, mais un poste de travail peut contenir une partie ou une grande partie ou une petite partie de ce que je présente dans ce tableau-là, dans tous les cas, parce que les manips que nous allons faire, ils sont nombreuses et peuvent être différentes parfois l'une des autres, et le matériel demandé par les unes et les autres ne sont pas forcément les mêmes matériaux. Alors, concernant le poste de travail, donc, alors on montre à l'étudiant, on lui apprend à installer un poste de travail par, soi-disant, commencer par, soi-disant, la mise en place d'un bec benzène. Alors, on conseille aux étudiants de disposer et de placer les instruments qui vont être tenus par la main droite vers la droite, et le matériel, il faut disposer le matériel qui doit être manipulé avec la main gauche vers la main gauche. Ça, c'est une disposition, si vous voulez, un poste de travail pour un droitier. Pour un gaucher, bien sûr, il peut inverser les dispositions. Mais comme je suis en train de marquer là, il y a une croix rouge que j'ai fait exprès là sur ces micropipettes-là, ça veut dire que en microbiologie, on déconseille toujours de placer directement le matériel, n'importe quel matériel directement sur la paillasse, sauf quand il est fermé, quand il ne risque pas d'apporter une contamination à la paillasse. Donc il y a toujours des bacs qui peuvent contenir des solutions antiseptiques dans lesquelles on peut mettre le matériel qui est déjà utilisé, que ce soit des pipettes,
que ce soit des pipettes ou bien sûr des cônes, etc., coton, etc., tout ce qui est jetable, tout ce qui n'est pas, qui a déjà été utilisé est jetable, alors n'est pas à disposer directement sur la paillasse, donc il faut toujours penser à le mettre dans les bacs spécialisés pour ça. Donc, avant de commencer, il y a toujours des préparations. Donc, je viens de parler de la préparation de la salle, mais il y a des solutions, d'autres préliminaires qu'il faut considérer, qu'il faut préparer avant de commencer les travaux pratiques, si vous voulez proprement dire. Alors, il s'agit là de la préparation des solutions d'ajustement de pH et des solutions de base. Concernant les solutions d'ajustement de pH, on a besoin de solutions acides, préparer des solutions acides pour baisser les pH en cas de besoin. Et nous utilisons des solutions soit concentrées, c'est-à-dire 10%, 20%. Là, je vais parler surtout des solutions molaires et des solutions normales, parce que, si vous voulez, je donne de l'importance à ce volet-là, c'est pour justement rappeler aux étudiants l'exactitude que la manipulation de microbiologie doit obtenir. Alors, si on n'est pas précis dans nos manipulations, les résultats que nous allons obtenir ne vont pas traduire ce qui se passe réellement, la réalité des analyses que nous faisons, et, soi-disant, l'exactitude ou la précision que nous cherchons, elle dépend bien sûr de la précision avec laquelle nous allons manipuler. Alors, là, concernant les solutions pour augmenter les pH, alors on va utiliser le NaOH ou le KOH. Alors, j'ai commencé là par l'acide orthophosphorique parce qu'en microbiologie, on recommande souvent l'utilisation de l'acide orthophosphorique parce qu'il interagit moins que l'acide chlorhydrique avec les composants des milieux organiques que nous utilisons pour l'amélioration de la microflore des différents milieux naturels. Concernant le milieu, la base, alors on opte surtout pour l'hydroxyde de sodium. On opte pour l'hydroxyde de sodium pour la même raison. Donc, on va voir comment ces choses-là vont se préparer. Concernant l'acide orthophosphorique molaire, alors nous commençons par la récupération du flacon qui contient le produit chimique, du produit duquel nous avons besoin. Et donc, nous allons préparer 100 ml de la solution d'acide orthophosphorique. Avant de commencer, il faut savoir que pour la préparation d'une mole, il faut une mole gramme dans un litre, c'est-à-dire on ne prend pas la soluté, c'est-à-dire 1 gramme et puis nous ajoutons 1 litre. Non, nous prenons une mole gramme qui est dans ce cas-là, une mole gramme c'est de 97,994 grammes. Alors nous prenons et nous ajoutons soi-disant la quantité suffisante pour avoir 1 litre. Là, c'est un détail parce qu'il ne faut pas prendre la soluté et mettre 1 litre. Ça va donner une solution qui n'est pas très juste. Donc, à partir de ça, si vous voulez, je vais essayer de traiter ce cas-là. Donc, si nous faisons attention à la notice qui est collée sur le flacon, on va avoir la formule du produit que nous voulons utiliser, la masse molaire qui est de 97,994 grammes par mol, c'est-à-dire une mole contient 94, et il y a un point qui est intéressant, et c'est la contenance. Alors, cette contenance, si vous voulez, de 85%, veut dire que ce que nous avons, le flacon que nous avons, n'est pas à 100%, ne contient pas 100% d'H3PO4, mais seulement, alors 100 grammes, il contient 85% d'H3PO4. Donc, nous, pour la préparation de notre solution, nous pensons toujours à, soi-disant, faire attention à ça et apporter les choses à la valeur exacte. Donc, alors, si nous avons 85%, ça veut dire que si nous avons 100 grammes du flacon, ils vont contenir 85 grammes d'H3PO4. Et donc, dans ce cas-là, si vous voulez, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, comme vous voyez, je suis en train de faire la règle de 3. Alors, moi, j'ai besoin de prendre une mole gramme, c'est-à-dire 97,994. Ça veut dire que X grammes du flacon vont contenir 97,900, enfin, contenir une mole. D'accord? Donc, si je fais le calcul, alors la quantité qu'il me faudrait du flacon pour faire une solution molaire sera 115,28 grammes. Moi, je veux préparer 100 millilitres de la solution molaire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser, soi-disant, par 10. Donc, ça va faire 11,5,28. Cette soluté ou cette quantité doit être prise avec une spatule qui doit être très propre et ne doit pas contenir de résidus de notre produit, parce que sinon, le produit que nous avons là risque de se défaire.
il ne va plus être utilisé. Donc, il est toujours conseillé d'utiliser des matériels très propres qui ne contiennent aucun résidu dans notre produit. Donc, avec une balance de précision, nous prenons la pesée que nous voulons et nous introduisons, soi-disant, cette soluté-là dans une fiole jaugée. Alors, nous faisons solubiliser cette soluté avec jusqu'à 80% d'eau distillée que nous allons utiliser par la préparation de notre solution et nous ramenons le volume, soi-disant, avec le volume de l'eau, nous ramenons au trait de la jauge, c'est-à-dire, par exemple, j'ai une fiole de 100 ml, donc je dois ramener à 100 ml et les 100 ml sont ajustés avec une pipette, pas une piscette parce que c'est assez difficile, donc il faut faire très attention quand nous utilisons des picettes. Je préfère faire les ajustements avec des pipettes et le niveau, soi-disant, il se lit par le trait bas du ménisque. Ce sont des choses que vous avez déjà étudiées pendant vos premières manipulations en chimie, biochimie et toutes les manipulations de lesquelles il y avait la préparation des solutions de précision. Alors, concernant l'acide orthophosphorique normal maintenant, donc, la même chose, c'est le même flacon, les mêmes caractéristiques, à savoir la concentration, la formule chimique, etc. Donc, c'est les mêmes caractéristiques. Mais je vais préparer 100 ml d'une solution normale, mais je dois rappeler la notion qui parle de la solution normale, c'est-à-dire c'est une mole gramme sur la valence dans un litre d'eau. Sans donner les détails pour donner la définition chimique, etc., etc. Alors, on est technique, on essaie de donner les choses directement et si nous avons besoin d'avoir la définition, on peut aller la chercher dans les bouquins spécialisés. Donc, alors, on va utiliser ça. C'est la même chose si vous voulez, c'est le même calcul que nous avons fait pour la solution molaire, mais ici, soi-disant, au lieu d'utiliser 115, il faut diviser la masse molaire par 3. C'est ce qui va nous permettre de donner, de faire la solution normale. Alors, le 3 là, c'est la valence. La valence, c'est-à-dire le nombre de protons qu'une mole peut contenir. Alors là, nous avons 3 hydrogènes, donc la valence, elle est égale à c'est de 3, donc il faut diviser les 115,28 sur 3. Alors, et pour présenter une solution normale, si vous voulez, il faut ajouter la quantité suffisante pour avoir un litre. Nous voulons préparer 100 millilitres, donc il faut diviser 11,5 par 3, ça va nous donner 3,84 grammes. Alors, cette quantité est pesée par une balance de précision, et je rappelle toujours que la spatule doit être propre. Donc, j'introduis le contenu dans une fiole jaugée. Je introduis le contenu dans une fiole jaugée, et puis après, je solubilise. Après la solubilisation, je ramène avec l'eau distillée au trait de la jauge. Au trait de la jauge, et bien sûr, je vérifie mon ménisque, et comme ça, je vais préparer correctement ma solution d'acide orthophosphorique normale. Alors, je passe maintenant à l'acide chlorhydrique et justement, cette préparation je vais rappeler une notion dans laquelle il faut faire attention à la nature du produit que nous voulons préparer. Tout à l'heure, nous avions un produit qui est solide et la composition demandée, elle est en produit solide, elle est en grammes. C'est un produit solide, donc ça ne pose pas de problème. Mais là, l'acide chlorhydrique, c'est un produit qui est liquide. C'est un flacon qui est liquide, mais dans ce flacon-là, on a un certain nombre d'indications. Nous pouvons avoir la concentration, c'est-à-dire la contenance, comme tout à l'heure, 35 à 37%. Nous avons la densité, 1,17 à 1,18, c'est la densité. Et nous avons la formule, bien sûr, c'est HCl, la formule molaire. Et si vous voulez, la masse molaire de HCl est de 36,46. Alors, ces données-là, si vous voulez, vont être, pas toutes les données, mais certaines de ces données vont être utilisées pour la préparation de solutions molaires. Alors, une mole gramme, si vous voulez, c'est 36,46 grammes. Donc, il me faut 36,46 grammes dans un litre. Alors, la contenance que j'ai dans ce flacon-là montre que elle est entre 35 et 37%. Alors, je vais prendre, par exemple, dans 100 millilitres, nous avons 36 grammes, c'est la moyenne entre 35 et 36. Et dans X millilitres, je vais avoir 36,46. Quand je fais le calcul, je vais trouver que X serait égal à 102,27. C'est-à-dire, pour préparer une solution molaire, il va me falloir 102,27 et la quantité suffisante pour avoir 1000 millilitres. Moi, j'ai besoin de préparer 100 millilitres. Alors, je vais diviser par 10, c'est-à-dire, au lieu d'avoir 102,
je vais diviser pour avoir 10,2. Alors, alors, ce qu'il faut souligner dans cette préparation, c'est qu'il faut de conseiller les étudiants à manipuler le HCl directement. Alors, il faut le manipuler dans une eau aspirante. Et il faut utiliser pour la prise du volume nécessaire d'une pipette qui est associée à une propipette. Et donc, la prise du volume nécessaire avec la propipette va être, soi-disant, suivie de son introduction dans une fiole jaugée qui contient déjà 50 à 70% d'eau distillée qui sera utilisée pour la préparation de notre solution. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut ajouter l'acide à l'eau et pas l'eau à l'acide? Tout simplement parce que si vous ajoutez l'eau à l'acide, ben vous risquez de provoquer une projection qui peut, soi-disant, causer des ennuis que nous ne cherchons pas et que nous ne désirons pas pendant les manipulations que nous faisons. Alors donc, quand vous allez faire ce travail-là, vous devez, soi-disant, ramener au niveau de la jauge avec l'eau distillée, avec bien sûr une pipette, comme il est toujours conseillé de faire. Après, soi-disant, pour la préparation, si vous voulez, de la solution d'acide chlorhydrique, mais là, on ne va pas préparer une solution normale, mais on va préparer une solution N/10. Tout simplement parce qu'on aura besoin de cette solution-là pour dans la manipulation dans laquelle on va évaluer l'activité globale des micro-organismes, mais on la présente maintenant pour l'utiliser après. Alors, toujours, les caractéristiques sont les mêmes que celles que je décris, et on a besoin, on va préparer 100 ml de la solution N/10. Alors, là, pour la préparation d'une solution normale d'HCl, c'est la même chose que pour la préparation d'une solution molaire, tout simplement parce que la valence, elle est égale à 1. Nous avons un seul proton en HCl, donc la préparation d'une solution molaire se fait de la même manière que la préparation d'une solution normale. Alors là, nous avons besoin de N/10. Alors, c'est-à-dire, il faut prendre la quantité pour préparer la solution normale, il faut la diviser par 10. Donc, si vous avez besoin de 101 pour préparer 27 pour préparer 1 litre, donc N/10, c'est 101 divisé par 10, donc c'est 1, si vous voulez, par 10, donc c'est 10,127 par litre. Et nous avons besoin de préparer 100 ml, ça va nous faire 1,027. Bon, c'est une question de calcul. Alors, je passe donc à l'étape suivante, c'est-à-dire je vais prélever mon volume d'HCl et je vais le transvaser dans la fiole jaugée qui contient, je répète, déjà 70% d'eau que je vais utiliser pour la préparation de ma solution, et je ramène au trait de la jauge avec une pipette. Alors, concernant l'hydroxyde de potassium, lorsque nous récupérons le flacon, bon, il indique les indications qu'il montre, c'est la formule, et nous avons KOH, et la masse qui est 56,106, et il n'y a pas de contenance. Ça veut dire que le produit que nous avons est un produit qui est pur, et d'ailleurs, cette indication de pur, extra pur, etc., ils sont indiqués dans le flacon. Alors là, je me contente de l'indication que nous avons là, ça veut dire que nous avons la masse molaire, c'est-à-dire que nous pouvons prendre le produit sans aucun calcul, sans aucune précaution à prendre. Alors, ça veut dire que nous allons faire notre pesée, nous allons introduire notre soluté dans la fiole jaugée, nous allons faire solubiliser avec 60 à 70% d'eau distillée et nous allons ramener au niveau de trait pour avoir 100 ml. Alors, pour la préparation d'une solution molaire de NaOH, c'est la même chose. Le flacon, il ne montre pas d'indication spéciale, c'est-à-dire que nous pouvons, la formule, elle est de NaOH, la masse molaire 39,997 grammes, soit 840 grammes. Donc, puisqu'il n'y a pas d'indication, il suffit de prendre, soi-disant, les choses telles qu'elles sont. Alors, si nous voulons préparer une solution molaire, alors nous allons prendre, par exemple, pour 100 ml, nous allons avoir besoin de 3,90, soi-disant 4 grammes. Alors, nous allons les introduire dans la fiole jaugée. Et dans cette fiole jaugée, nous allons ajouter l'eau pour solubiliser, soi-disant, notre soluté. Et après, nous allons ramener au niveau de la jauge pour, soi-disant, faire pour avoir la solution de laquelle nous avons besoin. Alors, il y a une précaution que nous soulignons toujours dans ces préparations. Alors, on dit toujours aux étudiants qu'il faut préparer ces solutions le jour, parce que les solutions basiques, ils perdent leur pouvoir alcalin
en fonction du temps et en fonction de la teneur en CO2 de l'endroit dans lequel il se trouve. Alors, si par exemple nous démarrons avec un pH de 14, peut-être après 6 heures ou 8 heures, le pH ne sera que de 10 ou 9, ça dépend. Ça dépend de la concentration de CO2 qui sera fixée sur, soi-disant, ce CNH. Donc, de préférence, on le prépare le jour et on le prépare en petite quantité, c'est-à-dire juste les quantités desquelles on aura besoin pour les manipulations que nous faisons. Alors, nous allons avoir besoin au cours de nos analyses, de ces travaux pratiques, nous allons avoir besoin de NaOH sur 5 pour la préparation de ces NaOH sur 5. Donc, nous prenons notre flacon, nous prenons notre soluté et il faut diviser, soi-disant, par 5 la quantité qu'il faut pour, soi-disant, pour préparer 1 litre. Alors, nous avons besoin de 100 millilitres, par exemple. Donc, la quantité nécessaire pour faire 1 litre, le 1 sur 5, c'est 39 sur 5. Et pour, soi-disant, c'est 40 sur 5. Et pour préparer 100 millilitres, eh ben, la quantité obtenue doit être divisée par 5. Donc, ça va faire, disons, 0,6. Ça veut dire 3,94 divisé par 5, ce qui va nous donner une quantité de à peu près 0,8. Donc, cette soluté-là, elle est pesée avec une balance de précision. Et il faut transvaser le contenu dans cette soluté dans une fiole jaugée, et puis solubiliser le produit, et finalement rapporter au trait de jauge. Alors, après la préparation de ces solutions qui vont être utilisées pour l'ajustement de pH en cas de besoin, parce que toujours après chaque préparation, nous vérifions le pH et en cas de besoin, nous ajustons avec la solution que nous avons. Nous avons besoin de préparer l'extrait de sol, la solution saline standard et la solution d'oligo-éléments. Alors, donc, pour la préparation de l'extrait de sol, nous avons d'abord disposé du sol. Et pour ceci, il faut faire son prélèvement. Donc, comment on fait le prélèvement? Alors, les étudiants le savent, ils le font, ce sont eux qui le font, et ils peuvent le faire à tout le moment de sol, avant toutes les manipulations. Donc, on utilise un matériel stérile parce que dans le prélèvement du sol, on sait qu'il faut appliquer, qu'il faut respecter les conditions standards de prélèvement des sols, à savoir l'asepsie, les conditions, l'état standard de l'échantillon, c'est-à-dire du milieu que nous voulons analyser ou du matériel que nous voulons analyser, et il faut tenir compte aussi de l'homogénéité. Alors, concernant l'asepsie, bon, on va utiliser, si vous voulez, un matériel stérile, à savoir les truelles et les sacs dans lesquels qui seront destinés à accueillir le sol que nous allons analyser. Donc, alors on fait le prélèvement dans plusieurs points du même champ, si vous voulez, plusieurs champs. Alors, ce qu'on fait, on prélève à peu près entre 100 et 1000 grammes à 10 cm, à 10 à 15 cm de profondeur. Alors, ces sacs sont emballés séparément dans des sacs séparés et on les rapporte au laboratoire. Au laboratoire, alors on les mélange, ces sols-là et on les tamise, et on récupère le sol tamisé, débarrassé des cailloux, des brèches, etc., qu'il peut contenir. Donc, alors ce sol homogène, si vous voulez, c'est ce qui est utilisé pour la préparation, dans un premier temps, de l'extrait de sol. Alors, il suffit de prendre à peu près 100 grammes de sol. Il faut broyer dans un mortier avec son pilon. Et ces 100 grammes sont transvasés dans un flacon, qui va recevoir à peu près 1 litre d'une eau de pluie. Et cette eau de pluie, c'est une eau qui est potable. Et si vous voulez, on n'utilise pas l'eau de robinet parce que c'est une eau qui est traitée avec le chlore et elle risque, soi-disant, d'affecter la composition naturelle de l'extrait que nous voulons obtenir. Et nous, quand on veut faire, soi-disant, ce type d'analyse, c'est une précaution que nous soulignons, c'est une remarque que nous faisons aux étudiants, c'est-à-dire plus nous nous approchons des conditions naturelles pour la préparation de nos milieux, etc., plus nous augmentons la chance d'obtenir les micro-organismes qui vivent réellement dans notre milieu. Sinon, nous allons obtenir n'importe quoi, et ce que nous allons obtenir ne sera pas comparable à ce qui est publié dans la littérature. Alors, ce mélange sera hydrolysé dans un autoclave à 130 degrés pendant 1 heure.
Donc, après cet autoclavage, nous faisons filtrer à travers une batterie de filtres, jusqu'à obtenir un filtre limpide, et c'est ce filtre limpide qui va être utilisé. Alors, pour l'attention aussi des étudiants, cet extrait de sol, on le prépare à partir des sols que nous voulons analyser. C'est-à-dire, on ne peut pas prélever le sol le printemps et faire l'analyse l'été. On ne peut pas faire ça, c'est-à-dire on va faire le sol qui sera destiné à l'analyse, alors on l'apporte au laboratoire, à partir de ce sol-là, on va faire, soi-disant, l'extrait de sol, et bien sûr, ce travail-là se fait en un temps suffisant pour ne pas, soi-disant, causer de modification du sol que nous avons apporté. Donc, après ceci, nous passons à la préparation de la solution saline standard. C'est une solution qui nécessite 5 grammes d'hypotassium hydrogène phosphate, 2,5 grammes de magnésium sulfate, 2,5 grammes de NaCl, 0,05 grammes de sulfate de fer, 0,5 grammes de manganèse sulfate et la quantité suffisante pour avoir 1000 millilitres. Et dans ce cas-là, comme je dis, nous utilisons l'eau de source. Bien sûr, il faut régler le pH, il faut penser à la faire en flacon de conservation. Cette solution, on peut la conserver pendant, soi-disant, 2 mois, et on peut la conserver au frigo à 4 degrés Celsius sans aucun problème. Alors, nous passons donc à la préparation en prenant, soi-disant, les produits desquels nous avons besoin, alors les flacons, voilà, les flacons. Mais les notices des flacons ne correspondent pas parfaitement à notre prescription, si vous voulez. Dans le flacon, par exemple, de MgSO4 que j'ai là, nous avons MgSO4 7H2O. Alors, dans la prescription que nous avons décrite tout à l'heure, on nous demande une quantité de MgSO4 qui n'est pas hydratée. Là, la masse molaire, elle est de 246,48, alors que la masse molaire que nous avons là, c'est une masse molaire de 120,36. Donc, c'est simple, il suffit de faire la règle de 3. Ça veut dire que pour MgSO4 non hydraté, il faut prendre 2 grammes, par exemple, 2 grammes si on demande 2 grammes, et de MgSO4 7H, c'est-à-dire de 246,28, on va prendre X. Donc, il suffit de faire la règle de 3 pour trouver la quantité qu'il faut. Bon, je n'ai pas fait le calcul ici, mais les étudiants seront capables de faire ce calcul parce que ce sont des choses qui sont très simples. Alors, nous passons à un autre cas que j'ai fait exprès. J'ai apporté un flacon de NaCl à 0,9%. Alors, c'est pour faire comprendre aux étudiants que parfois nous avons des pénuries dans certains produits et ces produits sont disponibles chez les pharmacies. Donc, on va récupérer le produit qui nous manque à la pharmacie et la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est le mode de préparation. C'est par exemple, je veux préparer par exemple 1000 millilitres de notre solution. Moi, on nous demande 2 grammes de NaCl. Moi, j'ai un flacon qui contient 0,9%. Ça veut dire que 100 millilitres du flacon contiennent 0,9 grammes. X millilitres de flacon vont contenir 2 grammes. Alors, je dois faire la règle de 3. Et la quantité qui va contenir 2 grammes, je dois, soi-disant, je dois lui ajouter la quantité suffisante pour avoir 1 litre. Ça veut dire, à chaque fois que je veux préparer, que je vais prélever une solution, alors le volume total de la solution que je dois préparer doit correspondre, doit être celui qui est décrit dans la notice préparation du milieu. Si j'ai besoin d'1 litre, la solution que j'ai pris plus l'eau distillée doit être, par exemple, 1 litre. C'est 1 litre. Si c'est moi, dans tous les cas, il faut toujours prendre compte de ces choses-là. C'est-à-dire, quand on dit quantité suffisante pour avoir 1 litre, c'est-à-dire quelle que soit la nature du produit que vous prenez, à la fin, il faut que vous ayez le volume qui est prescrit, c'est-à-dire la quantité suffisante pour avoir 1 litre. Donc, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Et pourquoi je souligne ceci? Parce que souvent, les étudiants, avec la multiplication des travaux, avec le nombre de manipulations à faire, etc., ils risquent parfois, soi-disant, de se tromper dans ces choses-là. Mais bien sûr, avec notre assistance, nous essayons à tout prix d'éviter ces choses-là.
Alors, concernant la solution d'oligo-éléments, alors nous avons besoin de potassium molybdate, sodium borate, perchlorure de fer, nitrate de cobalt, sulfate de cadmium, alors sulfate de cuivre, sulfate de zinc, sulfate de manganèse et l'eau distillée. Et là, la chose à laquelle, soi-disant, que nous soulignons, c'est le besoin en CO2. Nous avons besoin d'enrichir le milieu en CO2. Nous n'avons pas l'appareil qui fait ça, mais ce que nous faisons, c'est tout simplement en agitant le flacon, nous pouvons, soi-disant, souffler notre souffle, le souffle contient le CO2, donc le milieu va être enrichi avec le CO2. Donc nous essayons de dépanner puisque nous n'avons pas ce. Alors, après, soi-disant, ces préliminaires, nous passons au stade de la préparation des milieux de culture pour la numération et des groupes systématiques et des groupes fonctionnels. Les groupes systématiques, comme j'ai dit au départ, ils vont concerner, il va s'agir des bactéries totales, des actinomycètes, des levures et des moisissures. Et les groupes fonctionnels, j'ai déjà dit qu'il va s'agir des groupes qui interviennent dans le cycle d'azote, à savoir les ammonificateurs, les dénitrificateurs et les fixateurs d'azote, et les groupes qui interviennent dans le cycle de carbone, à savoir les amylolytiques et les cellulolytiques. Bon, pour une question d'encombrement, une question de surcharge, je vais m'arrêter ici et à la prochaine vidéo, je vais parler de la numération, de ce qu'il faut faire pour numérer les bactéries totales des sols. Et à la prochaine vidéo.